Dossier numéro 5. Brian, 26 ans, vous consulte pour un tremblement du membre supérieur gauche, apparu il y a 4 mois. Il n'a pas d'antécédent personnel ou familial. Il est de plus en plus gêné par ce tremblement survenant essentiellement au repos et disparaissant lors de l'action ou du maintien postural. Il a aussi noté une lenteur dans l'exécution des gestes de la main gauche, notamment lors de l'utilisation de son clavier d'ordinateur au travail. Lors de votre examen clinique, vous mettez d'ailleurs en évidence une lenteur et des irrégularités lors de l'exécution des mouvements fins et alternatifs avec la main gauche par rapport à la droite. Première question, quels éléments vont à l'encontre d'un tremblement essentiel? Deuxième question, quel diagnostic syndromique suspectez-vous? Troisième question, que recherchez-vous à l'examen clinique pour étayer votre enquête diagnostique? Quatrième question, quel examen paraclinique vous paraît essentiel devant un tel tableau? Cinquièmement, cet examen ainsi que le reste de votre bilan est négatif et vous concluez à une affection idiopathique. Quelle prise en charge proposez-vous? Sixième question, le traitement que vous instaurez permet une amélioration considérable des symptômes et vous continuez à suivre Brian régulièrement en consultation. Une dizaine d'années plus tard, il a noté l'apparition de mouvements anormaux, surtout en fin de dose et au début de la dose suivante. Ces mouvements, plutôt de type balique, s'accompagnent de postures anormales des membres, parfois douloureuses. Que diagnostiquez-vous? Quelles mesures thérapeutiques proposez-vous? Septième question, ces mouvements deviennent de plus en plus invalidants et les modifications de traitement successives ne semblent pas les améliorer. Que pouvez-vous proposer à Brian? En quoi consiste ce traitement? Question numéro 1. Les éléments qui vont à l'encontre du tremblement essentiel sont de plusieurs types. Tout d'abord, l'absence d'antécédents familiaux. Je vous rappelle que quasiment tous les patients qui présentent un tremblement essentiel ont des antécédents familiaux. Tremblement essentiel, il s'agit le plus souvent d'une transmission de type autosomique dominante. Le tremblement essentiel est une affection qui touche parfois de façon asymétrique, mais le plus souvent bilatérale. Donc le fait que Brian ne se plaignait du tremblement que d'un seul côté allait à l'encontre du diagnostic de tremblement essentiel. Troisième point, le tremblement essentiel est un tremblement au caractère postural ou d'action. Postural, c'est quand on demande au patient d'effectuer une posture, de mettre les mains par exemple en avant ou avec la manœuvre de bretteur. Et le tremblement d'action est lorsque, par exemple, on lui demande d'attraper un verre ou une bouteille et que le tremblement se déclenche. Or, Brian présentait, lui, un tremblement essentiellement de repos qui ne présentait pas ce caractère postural ou ce caractère d'action. Enfin, le tremblement essentiel est cliniquement isolé, ce qui n'était pas le cas dans notre énoncé, vu qu'on mettait en évidence cliniquement ce qu'on appelle un syndrome bradykinétique par cette lenteur et ces irrégularités de réalisation des mouvements fins et alternatifs, comme les mouvements de tapping au niveau du doigt ou d'exécution de mouvements alternatifs au niveau des mains, par exemple. Quel diagnostic syndromique suspectez-vous? Donc c'est l'étape suivante. On a face à un tremblement. Est-ce un tremblement essentiel? Non. De quoi peut-il s'agir? Avant tout, ici, d'un syndrome extrapyramidal ou parkinsonien, ça veut dire la même chose, car ce patient présentait et un tremblement de repos et une bradykinésie. Qu'est-ce qu'on va rechercher à l'examen clinique pour étayer notre enquête diagnostique? On pouvait tout d'abord rechercher déjà d'autres éléments de la triade parkinsonienne, notamment cette hypertonie plastique. Je vous rappelle que l'hypertonie plastique, c'est cette hypertonie en roue dentée, en tuyau de plomb, qui va être majorée par des manœuvres comme la manœuvre de Froment, qui va sensibiliser donc l'apparition de cette roue dentée de l'autre côté. Ensuite, devant un syndrome parkinsonien, on va se poser plusieurs questions. Est-ce qu'il s'agit d'un syndrome Park plus, c'est-à-dire une autre maladie dégénérative donnant un syndrome parkinsonien plus d'autres signes neurologiques, ou est-ce qu'il s'agit d'un syndrome parkinsonien secondaire d'une autre infection? Dans le cas des syndromes Park plus, il faut faire un examen neurologique complet à la recherche d'autres signes de localisation qui peuvent orienter vers ces grands syndromes, notamment l'atrophie multisystématisée, la paralysie supranucléaire progressive ou la dégénérescence cortico-basale.
cette partie un petit peu la réponse est peut-être à la limite du programme, mais je pense que si vous comprenez bien ce qu'on explique ici, vous serez d'autant plus à même de réfléchir devant un syndrome parkinsonien. Donc je vais détailler un petit peu. L'atrophie multisystématisée, c'est une maladie qui va donner un syndrome parkinsonien, plus, donc autre chose, et dans ce cas-là, soit un syndrome cérébelleux, soit des signes dysautonomiques, donc un type d'hypotension orthostatique ou de troubles sphinctériens, qu'il faudra donc rechercher cliniquement. Autre syndrome PARC+, c'est la paralysie supranucléaire progressive ou maladie de style Richardson, qui peut donner donc un syndrome parkinsonien plus un syndrome frontal, une parésie de l'élévation du regard. La dégénérescence corticobasale, que vous voyez ici, est une affection beaucoup plus rare, qui elle aussi donne, comme le nom ici l'indique, un syndrome parkinsonien, plus ici des troubles de type sensitif, unilatéraux ou des troubles praxiques. Donc retenez bien que devant tout syndrome parkinsonien, avant de conclure à une affection neurologique idiopathique de type maladie de Parkinson, il faut rechercher à l'examen neurologique d'autres signes de localisation, notamment cérébelleux, dysautonomiques, frontal, troubles de l'oculomotricité, troubles praxiques ou sensitifs, pouvant orienter vers une autre affection neurodégénérative plus étendue. Il faut aussi rechercher par votre examen clinique d'autres pathologies pouvant donner un syndrome parkinsonien. Il peut s'agir, et c'est un oubli égal 0, d'une prise de neuroleptiques, même cachée. Il peut s'agir, on peut le retrouver notamment dans le Primpéran. Et pensez à interroger vraiment spécifiquement vos malades sur ces prises de médicaments. De même, les antécédents d'intoxication sévère au monoxyde de carbone peuvent donner des syndromes parkinsoniens souvent un petit peu atypiques. Et enfin, pensez-y, sujet jeune présentant un syndrome parkinsonien, il va falloir cliniquement et à l'interrogatoire rechercher des arguments en faveur d'une maladie de Wilson. Il peut s'agir d'antécédents familiaux, de troubles psychiatriques, il peut s'agir d'anomalies hépatiques ou la présence, à l'examen ophtalmologique, du fameux anneau de Kaiser-Fleischer. Quel examen paraclinique vous paraît essentiel devant un tel tableau? On l'a dit, syndrome parkinsonien du sujet jeune doit faire réaliser de manière systématique un bilan du cuivre sérique avec la cuprémie, la céruloplasmine plasmatique et urinaire par dosage de la cuprerie à la recherche de cette fameuse maladie de Wilson. C'est un oubli égal 0 de la question maladie de Parkinson. Cet examen ainsi que le reste de votre bilan est négatif. Vous concluez à une affection idiopathique, donc probablement une maladie de Parkinson idiopathique. Quelle prise en charge proposez-vous? Vous allez proposer donc l'instauration d'un traitement antiparkinsonien. Le patient est gêné par ses symptômes. Il faut lui proposer un traitement antiparkinsonien. Compte tenu de son âge jeune, on proposera en première intention un traitement par agoniste dopaminergique qui seront instaurés à dose progressive. Chez le sujet jeune, je vous le rappelle, on propose en première intention les agonistes dopaminergiques, vu qu'ils ont on a tendance à voir apparaître de manière plus tardive par rapport à la L-Dopa, les complications motrices classiques que nous verrons à la question suivante. Il faut cependant préciser au patient, lorsqu'on lui prescrit un agoniste dopaminergique, qu'il peut y avoir certains effets secondaires qu'on commence à reconnaître actuellement. Il peut s'agir d'effets secondaires à type d'état submaniaque, de jeux pathologiques, de déviance sexuelle. C'est rare, mais ça fait un peu sourire. Mais il faut quand même un petit peu les prévenir que le comportement peut changer, se modifier après prescription de tels médicaments. Pensez toujours devant la prescription d'un traitement antiparkinsonien, qu'il s'agisse d'agonistes ou de L-Dopa elle-même, d'associer à la dompéridone. Enfin, il s'agit d'une maladie chronique. Il faut proposer au patient une prise en charge à 100%. Et vu qu'il est gêné sur le plan moteur par ce syndrome bradycinétique, proposez-lui de la kinésithérapie. Que diagnostiquez-vous? Là, je vous rappelle qu'à cette question, le patient présentait des complications motrices 10 ans plus tard, à type de mouvement balique de début et de fin de dose.
Ça s'appelle des dyskinésies. Dyskinésie, ça veut juste dire mouvement anormal en pratique. Des dyskinésies qu'on qualifie donc de début et de fin de dose qui sont associées à des dystonies. Dystonie, c'est des anomalies du tonus qui vont donner ces attitudes d'enroulement au niveau des mains, des pieds qui peuvent être extrêmement douloureuses pour le malade. Ces troubles du mouvement ou du tonus sont associés et compliquent le traitement dopaminergique. Et on peut essayer de les améliorer dans un premier temps par la fragmentation des doses d'agonistes dopaminergiques ou de L-Dopa, si c'était le cas. On va essayer de proposer des doses plus rapprochées, mais avec un dosage moins élevé à chaque prise. Ensuite, l'étape suivante, c'est le patient. Vous avez fait multiples changements thérapeutiques, modifié les doses, ajouté d'autres médicaments. Il ne s'améliore pas sur le plan des dyskinésies et des dystonies. Qu'est-ce que vous pouvez en dernier recours lui proposer? C'est très à la mode. C'est un traitement chirurgical par stimulation sous-thalamique. Je vous rappelle que la meilleure indication est l'existence de ces dyskinésies invalidantes, résistantes aux modifications thérapeutiques, chez un sujet qui n'a pas de détérioration cognitive importante et de préférence un sujet jeune. Cette stimulation du noyau sous-thalamique consiste donc en une intervention qui va mettre en place des électrodes au niveau donc de ces deux noyaux de façon bilatérale. Les électrodes situées au niveau sous-thalamique vont être reliées à des stimulateurs qui sont implantés de chaque côté au niveau pectoral. Juste un petit mot pour conclure sur la maladie de Parkinson. On voyait ici le dossier d'un sujet jeune. C'est pas fréquent, mais ça existe. Il faut penser toujours à deux choses. Traquer la maladie de Wilson, c'est un PMZ. Pensez aussi que cette affection peut être liée dans environ 35 à 40% des cas des sujets jeunes à une mutation génétique, notamment du gène de la Parkin. On peut vous demander d'avoir cette connaissance supplémentaire lors de l'ENC. Donc pensez-y, Parkinson du sujet jeune, apparemment sporadique, pensez à rechercher une mutation du gène de la Parkin. Donc on va conclure pour cette nouvelle session de dossier que nous avons partagée aujourd'hui. Vous avez vu déjà, les deux premiers dossiers sont pour moi essentiels parce que vous devez apprendre à faire la distinction entre un syndrome démentiel et un syndrome confusionnel. Le syndrome démentiel a une évolution beaucoup plus prolongée, beaucoup moins aiguë, avec cette absence d'altération de la conscience. Tandis que le syndrome confusionnel est par définition un syndrome aigu, parfois brutal, avec altération de la conscience, perplexité anxieuse. Apprenez à bien les distinguer. Pensez en cas de trouble cognitif du sujet âgé aussi à rechercher par l'interrogatoire, par l'examen clinique, un syndrome dépressif et proposer parfois un traitement antidépresseur d'épreuve. Je vous rappelle que le syndrome confusionnel est un des principaux motifs de consultation aux urgences, qu'il faut savoir rechercher des causes simples, l'hypoglycémie, le fécalome, le globe vésical, les causes toxiques, car elles sont traitables rapidement. Ensuite, nous avons vu 3 autres dossiers qui font appel à des connaissances radiologiques, savoir interpréter une IRM médulaire, c'est parfois pas simple, mais apprendre à être très descriptif dans votre interprétation de l'imagerie. Enfin, on a vu un dossier un petit peu atypique de maladie de Parkinson, qui, comme je vous l'ai dit, doit inviter à traquer cette maladie rare qu'est la maladie de Wilson. Pensez-y au bilan du cuivre. Voilà, merci à tous et à bientôt.